Bonjour à tous, bienvenue pour cette première édition du Bitcoin Club podcast avec cet épisode basé sur l'achat du Bitcoin via les plateformes KYC et les risques associés à cela. Alors, quelque chose à vraiment prendre en compte est que le Bitcoin a plusieurs attributs. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'aspect monnaie d'échange. Il y a d'autres aspects aussi comme la valeur de réserve, mais vraiment la monnaie d'échange est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'intéressent à cette nouvelle monnaie, à cette révolution qui vraiment rentre de plus en plus dans les consciences et vraiment a une adoption de plus en plus importante. Et beaucoup de personnes ne réalisent pas les risques associés à l'achat de Bitcoin sur les plateformes qui sont mises en avant via des publicités ou du bouche à oreille. Alors, quand je parle de ces plateformes d'échange comme Kraken, Coinbase, Binance ou autres, ces plateformes-là, il faut s'enregistrer via le KYC ou Know Your Customer ou connaissance du client. Alors, avec ces plateformes-là, pour en acheter, il faut rentrer ses données personnelles, son adresse, son numéro de téléphone et aussi rentrer ses données de passeport ou de carte d'identité via une photo. Malheureusement, ce n'est pas la finalité n'est pas de protéger, mais c'est plus l'inverse. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde d'Internet, c'est que les données ne peuvent pas être protégées comme il le faut. Il y a d'innombrables exemples de fuites de bases de données qui viennent des plus grands groupes comme Facebook, LinkedIn ou autres qui ne sont pas protégés. Il y a un site aussi qui a regroupé ces fuites de bases de données qui s'appelle I Have Been Pwned. Il suffit juste de rentrer son email adresse et on va te dire dans quelle base de données celle-là a été fuitée. Et si l'on fait ça et qu'on recoupe avec les données sur les plateformes d'échange, des personnes qui sont mal intentionnées peuvent vraiment retrouver toutes les informations et ensuite faire un travail de harcèlement, que ce soit à distance ou physique, pour récupérer le Bitcoin. Malheureusement, il y a eu des situations d'attaque en Norvège ou autre, donc ou en Angleterre, donc il faut vraiment faire attention à ça. Mais ça, ce n'est jamais mis en lumière et mis en avant. C'est pour ça que c'est vraiment important de pas s'enregistrer sur ces plateformes d'échange qui semblent être la plus simple des solutions. Mais il y a un risque associé à cela. Mais ça vaut vraiment pour tout, hein, parce que quelque chose d'important aussi dans le monde du Bitcoin, c'est de avoir ces Bitcoins sur son propre porte-monnaie et non pas sur la plateforme d'échange. Donc il y a beaucoup de personnes qui achètent sur une plateforme d'échange et ensuite qui le transmettent sur des porte-monnaies. Il y a certains porte-monnaies dont un qui est fabriqué par un groupe français, dont je ne citerai pas le nom, qui a eu une fuite de base de données marketing et qui a été revendu par la suite en ligne. Et ça a eu des conséquences assez importante parce que beaucoup de personnes, dont moi-même, ont reçu des mails de phishing pour essayer de récupérer les bitcoins en communiquant les mots, les 12 mots ou les 24 mots pour accéder au porte-monnaie ou via des lettres envoyées directement chez les particuliers. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre en compte parce que ces fuites de données peuvent être issues du hackage d'un site aussi. On a bien vu que Mt. Gox, par exemple, en 2013, s'est fait hacker et tous les bitcoins, en plus des données personnelles, ont fuité. Donc, ce qui a engendré énormément de pertes chez les traders. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et qu'il faut vraiment pas sous-estimer, hein. Malheureusement, on vit dans une société qui est de plus en plus centralisé et contrôlé au point de vue de l'information et tout l'aspect vie privée disparaît. Et ça, c'est en tant que personne souveraine d'avoir possession de ces bitcoins en toute confidentialité, il faut vraiment tenir ça en compte. Une chose aussi à
à comprendre, c'est l'aspect géostratégique du Bitcoin. Donc là, on est encore dans une phase qui est assez tôt dans l'adoption, dans la prise de conscience par tous les échelons de la société. On a beaucoup avancé au cours des 4-5 dernières années, mais on n'est pas encore là. Il y a des États comme le Salvador qui a adopté le Bitcoin comme une monnaie officielle. Donc, il va vraiment y avoir un effet boule de neige et l'importance du Bitcoin va s'accroître au fil des mois, des années, grâce à son mécanisme d'offre limitée, fixé à 21 millions. Et le jour où le Bitcoin sera considéré comme valeur de réserve mondiale et supplantera le dollar américain, les États-nations feront tout pour récupérer le maximum de Bitcoin. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont viser les plateformes d'échange parce qu'il y a beaucoup d'échanges d'informations qui peuvent être recoupées et être saisies. Donc, les bitcoins peuvent du jour au lendemain être saisis par un gouvernement et le gouvernement peut aussi se servir des informations pour vous viser, pour essayer de voir où sont partis les bitcoins. Il y a un parallèle qu'il faut vraiment considérer avec la situation et la confiscation de l'or dans les années 30 par le président américain Roosevelt, qui voulait absolument récupérer le plus d'or possible et qui avait besoin de cet or pour essayer d'avoir une certaine valeur de réserve. Donc il a passé un ordre exécutif, le 6102, qui interdisait aux citoyens américains de posséder de l'or physique chez soi ou dans les comptes en banque. Donc chaque Américain devait aller échanger son or contre des dollars américains, en s'assurant et en ayant l'assurance, que cet or-là, que ces dollars-là pouvaient être échangés contre de l'or. Donc il n'y avait pas de perte. Et on a bien pu le voir avec la fin de l'étalon or dans les années 70, que maintenant un dollar ne permet pas d'avoir le même montant qu'il y a quelques années encore. Ça peut être la même chose pour le Bitcoin. Le Bitcoin peut être du jour au lendemain interdit point de vue de possession par les particuliers et si on a ces bitcoins-là sur une plateforme d'échange, là aussi on a des soucis. Donc tout cela n'est pas encore mis en lumière, mais il faut vraiment prendre ça en compte et j'essaie vraiment d'éduquer le maximum de personnes sur cet aspect sécuritaire et respect de la vie privée. Alors, il y a plusieurs moyens d'acheter du Bitcoin ou d'acquérir du Bitcoin en toute confidentialité, sans divulguer ses informations personnelles. Et ces méthodes-là méritent d'être mises en avant plus souvent. Alors, je vais essayer d'aller de la plus difficile à la plus facile. La plus difficile, c'est de faire du minage de Bitcoin parce qu'il faut acheter un équipement. Il faut acheter des machines de minage comme un Antminer S9. Ça coûte $13 000, je crois. Et ces machines-là minent du Bitcoin et résolvent le problème mathématique qui sont ensuite transférés via un porte-monnaie. Les Bitcoins sont transférés sur un porte-monnaie. La deuxième méthode, c'est les plateformes d'échange décentralisées. Alors, ça fonctionne de façon différente parce que ces plateformes-là n'ont pas d'entité en tant que telle et ça met juste en relation un particulier à un autre pour une transaction. Donc un particulier va envoyer des bitcoins à une autre personne et la personne va faire un virement sur un compte bancaire de la personne sans vraiment mettre en lumière quel est le vrai intérêt de ce virement. Avec Revolut par exemple. Et dans ces transactions-là, chaque tiers met des bitcoins de côté au cas où quelque chose ne fonctionne pas ou si quelqu'un ne respecte pas la transaction. Je l'ai utilisé plusieurs fois et c'est ça marche assez bien. Alors il y a deux plateformes, il y a Bisq, B-I-S-Q, et il y a HODL, donc H-O-D-L, qui permet de faire ces transactions à distance.
la troisième, qui est aussi facile que la quatrième, c'est acheter directement des bitcoins au bar tabac ou via les distributeurs. Donc là aussi, on n'a pas besoin de rentrer toutes ces informations. Et la dernière, c'est aussi, pour moi, c'est la plus sympa, c'est vraiment essayer d'aller à des Bitcoin Meetup qui sont organisés un peu partout en France et échanger avec des personnes qui ont la même connaissance et acheter directement via eux. Vous pouvez télécharger un porte-monnaie sur votre téléphone comme Blue Wallet ou Moon Wallet, donc avec deux U, M-U-U-N. Et la personne peut vous faire un virement directement sur votre porte-monnaie et vous pouvez payer en liquide. Donc, toutes ces méthodes-là permettent de préserver le respect de la confidentialité et vous aurez toujours cet actif au cas où les choses tournent au vinaigre. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important et je voulais vraiment mettre en lumière à travers cet épisode inaugural. J'espère que cela vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si jamais vous avez d'autres questions, je serai ravi de vous répondre sur ce sujet-là. Merci à tous d'avoir écouté pour ce premier numéro et je vous retrouve très vite pour le second épisode. À bientôt sur le Bitcoin Club Podcast.